Chaque année, un grand nombre d'étudiants intègrent des postes de conseil en management dans des cabinets tels que McKinsey, BCG, Bain, Oliver Wyman, les Big Four et ainsi de suite. Mais le conseil en vaut-il vraiment la peine? Choisir le conseil comme étape dans votre parcours professionnel peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Si vous vous lancez dans une carrière de consultant pour de mauvaises raisons, vous risquez de perdre à la fois de l'argent et un temps précieux sur le chemin de vos rêves ambitieux. Et dans cette vidéo, j'ai l'intention, une fois de plus, de rétablir l'équilibre en ce qui concerne le conseil en management, les considérations de carrière. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer des coachings de conseil en carrière coûteux, et tout le monde ne grandit pas dans un foyer où les parents peuvent donner des conseils professionnels. Moi, en tout cas, ce n'était pas mon cas. Mais si vous n'avez pas la discipline de vous informer vous-même sur les meilleurs parcours professionnels pour obtenir la richesse et le pouvoir, si vous n'avez pas l'endurance de regarder toute cette vidéo où je vous donne des faits bruts et impartiaux, si vous êtes déjà en train de faire défiler la liste des vidéos suggérées pour avoir une nouvelle dose de cette douce dopamine, vous ne méritez tout simplement pas de réussir. C'est aussi simple que ça pour tous ceux qui prennent vraiment au sérieux la planification de leur carrière. Allons-y. Dans ma dernière vidéo longue, j'ai expliqué pourquoi le conseil n'est pas la voie professionnelle parfaite. Si vous cherchez à devenir extrêmement riche et puissant, vous visez à devenir le prochain Steven Schwarzman. Au fait, s'il y a une vidéo éducative à regarder sur ma chaîne, choisissez celle-ci. C'est littéralement moi qui parle à mon moi plus jeune avant de commencer ma carrière, à propos de tout ce qu'il faut savoir pour devenir milliardaire. Construction de carrière, capital investissement, capital risque, conseil, tout maintenant. Pourquoi le conseil n'est-il pas la voie de carrière parfaite sur votre chemin vers le sommet? Il y a plusieurs raisons, dont l'une est que ce n'est pas une carrière participative. Vous ne profitez de la hausse des revenus générés pour l'entreprise qu'à un stade avancé de votre carrière. Mais cela ne signifie pas que ce soit une mauvaise voie professionnelle. J'ai débuté ma carrière dans l'un des plus grands cabinets de conseil en stratégie d'Europe. J'enregistre cette vidéo pour un jeune et ambitieux Kevin qui veut conquérir le monde et qui essaie de savoir si travailler dans le conseil en management pendant quelques années est un bon choix pour sa carrière. Pour le découvrir, le jeune Kevin doit comprendre plusieurs éléments et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, le jeune Kevin doit se faire une idée de toutes les entreprises de conseil qui existent et de l'apparence de ce secteur. Parce que c'est un secteur très particulier, et ce n'est pas une industrie comme beaucoup d'autres que vous pourriez connaître. Il a une dynamique très spéciale. Nous devons aussi comprendre ce que vous faites en tant que débutant, mais pas comme vous l'imaginez. Ces cabinets de conseil font de la publicité sur leur site web sophistiqué. Mais je vais vous donner la vérité brute et sans filtre à ce sujet. Ensuite, que va-t-on apprendre ? Donc, en faisant ces choses, qu'allez-vous apprendre? Et ensuite, comment tirer le meilleur parti de votre expérience en conseil afin d'apprendre le plus possible? Ensuite, le jeune Kevin aimerait savoir quel style de vie vous menez. Et encore une fois, nous n'allons pas regarder les choses que ces cabinets propagent, nous allons parler des vraies choses que j'ai vécues, des histoires personnelles, de mes amis qui travaillent tous dans le conseil. Ensuite, quelle est la rémunération? Cela fera-t-il de vous une légende, un milliardaire? Quelles sont les opportunités de sortie? Quelles sont les choses que vous pouvez faire après un emploi dans le conseil? Et quelles sont celles que vous ne pouvez plus faire? Vous devez en être particulièrement conscient. Quels sont les dangers du conseil en management et quelles sont les critiques qui existent à propos du conseil en management? C'est un sujet dont on ne parle malheureusement pas assez. Et si après tout cela, vous vous dites « D'accord, ça a l'air plutôt cool, alors comment y arriver? Quel est le stage requis et le parcours professionnel à suivre pour y arriver selon les différentes étapes de votre vie? Et enfin, à quoi ressemble le processus d'entretien? Je regardais Hamza, un jeune gourou du développement personnel dont vous avez peut-être entendu parler. Ces vidéos sont apparues sur YouTube et j'ai décidé de les regarder, même si d'habitude je ne regarde que 3 types de contenus sur YouTube. Le premier, ce sont les discours de véritables titans, vous savez, comme Schwarzman, Thiel ou David Sachs. Le deuxième, ce sont les discussions économiques, comme par exemple le All-in Pot. Et troisièmement, des vidéos sur les empereurs romains. Mais voilà, je pense que Hamza est l'un des rares gourous qui crée un impact positif massif. Si on considère la valeur nette comme un paramètre, Hamza va former de nombreux hommes avec des carrières et des valeurs nettes supérieures à la moyenne. Peut-être même quelques millionnaires qui ont été influencés par ces vidéos. Et cela m'a fait réfléchir. Qu'est-ce que j'espère accomplir en mettant en ligne ces vidéos?
La vérité, c'est que j'espère que la plupart d'entre vous finiront par devenir des UHNWI. Si certains d'entre vous atteignent une valeur nette à 9 ou 10 chiffres, je serai l'homme le plus heureux du monde. Le plus beau, c'est que je peux vous aider à réussir là où Hamza ou d'autres gourous du développement personnel ne le peuvent pas. Je peux vous parler de secteurs comme le conseil, la banque d'investissement ou le capital risque et les startups de manière brute et sans filtre. Parce que j'y ai moi-même travaillé d'un mégalomane ambitieux à d'autres mégalomanes ambitieux. Parce que soyons honnêtes, c'est encore dans ces secteurs que l'on gagne vraiment beaucoup d'argent. Pour vous aider à atteindre vos objectifs de carrière ambitieux, nous devons aller plus loin que la plupart des youtubeurs. Nous devons parler pendant des heures, pas seulement du contenu court de 5 à 10 minutes, ou pire encore, des TikTok. Et nous devons approfondir plusieurs sujets. Pas seulement des conseils, mais aussi comment obtenir un premier événement de liquidité en tant que fondateur, jouer le jeu du capital risque, découvrir les carrières en banque d'investissement, capital risque, capital investissement, et plus encore. Et nous le ferons dans de futures vidéos. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que je veux que vous réussissiez dans les affaires. Je ne vais pas commencer à donner des conseils de musculation ou de rencontres de sitôt, même si, soyons honnêtes, si je le faisais, ce serait plutôt génial. Mais si vous parvenez à construire une carrière réussie dans les affaires et à poursuivre vos rêves mégalomaniaques, cela me profite directement. Par exemple, l'un de mes objectifs secrets est de créer un jour un syndicat ou un fonds pour notre communauté, afin que nous puissions investir ensemble dans des startups et d'autres actifs du marché privé et nous enrichir ensemble. Alors, passons au conseil en management, d'accord ? Le conseil en management en vaut-il la peine? Le cours complet? Maintenant, je vais vous rendre cela disponible d'une manière ou d'une autre, donc vous pourrez le télécharger. Donc nous allons passer toutes ces choses à propos de Kevin John. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent maintenant. Le conseil en management en vaut-il la peine? Nous avons déjà vu cela, ce dont nous allons discuter, donc nous allons aussi passer cela. Allons-y directement. Les cabinets de conseil les plus importants et un aperçu du secteur. Et je veux être vraiment franc, vous voyez? Je veux dire, vous pouvez lire tout ça si vous les cherchez sur Google pendant 5 minutes. Mais je vais vous donner en plus mes histoires personnelles de terrain, d'accord? Donc si vous envisagez de commencer une carrière dans le conseil, vous devez connaître 4 types de cabinets de conseil. Le premier, c'est MBB+, le deuxième, les Big Four. Ensuite, nous avons les boutiques de niveau inférieur et le conseil en informatique. Maintenant, MBB+, est vraiment le niveau S absolu. D'accord. C'est le niveau des gorilles d'eau argentée, le niveau Bateman. C'est ce qu'on vise. C'est là que vous pouvez vraiment faire des choses comme parler à la haute direction, voire même à la direction générale. Vous pouvez réfléchir à des projets stratégiques d'envergure, voyager beaucoup et tout ça. Même si d'accord, les voyages ont peut-être diminué ces derniers mois à cause du Covid, mais c'est généralement ce que vous visez maintenant. Pourquoi? MBB en plus. MBB+, pour être honnête, c'est un acronyme que j'ai inventé il y a quelques années. MBB, comme certains d'entre vous le savent, signifie McKinsey, BCG et Bain. Mais il y a aussi d'autres cabinets comme Oliver Wyman, comme A.T. Kearney, comme en Europe, Roland Berger, qui sont en concurrence directe avec ces cabinets pour des projets. Cela signifie que si vous travaillez, disons, chez Oliver Wyman en Allemagne, la différence entre ce que vous faites chez Oliver Wyman et chez Bain sera minime. Ces cabinets sont tous en concurrence pour les mêmes projets, ils coûtent à peu près la même chose, donc ils ont les mêmes budgets, les mêmes structures tarifaires. Et ils se volent mutuellement leurs employés. D'accord? Donc des associés de Bain peuvent passer chez A.T. Kearney et vice-versa, donc il n'y a pas beaucoup de différence entre ces cabinets. Même si MBB a quand même une sonorité très prestigieuse, donc McKinsey, BCG, Bain sont un peu sur un piédestal encore plus élevé. Maintenant, on va parler davantage de ce que tu fais là-bas, des conneries que tu vas faire, des choses sympas que tu vas faire, et des critiques concernant MBB+, et ainsi de suite. Et comment cela peut en quelque sorte t'orienter vers une mauvaise direction de carrière. Mais pour l'instant, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Big Four. Il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'un emploi chez les Big Four est aussi bien que de travailler pour MBB+. Laisse-moi te dire une chose, c'est complètement faux. La raison pour laquelle tu ressens ça, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent chez les Big Four. De nombreux influenceurs travaillant chez les Big Four se sont soudain mis à en faire la promotion.
affirmant que c'est le meilleur boulot du monde. Ce n'est pas vrai, regarde juste les salaires. Un poste de conseil chez les Big Four n'est vraiment pas comparable à ce que tu feras chez MBB+. Si tu regardes la grille salariale en Allemagne, chez MBB+, tu gagneras 2 fois, parfois 3 fois plus pour un poste débutant que ce que tu gagnes chez les Big Four en conseil, fiscalité ou comptabilité. Maintenant, réfléchis bien à ça, d'accord ? C'est 3 fois, parfois même 3 fois plus. Il n'y a absolument aucune chance que ces emplois soient comparables. Ce qu'on peut reconnaître aux Big Four, c'est qu'ils ont un bel avenir devant eux et qu'ils se sont déjà beaucoup améliorés ces dernières années. C'est parce que ces entreprises sont extrêmement riches. D'accord, donc les cabinets des Big Four ont des budgets énormes. Ils ont beaucoup de liquidités à disposition et ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des entreprises. Donc ils rachètent dans des cabinets de conseil en stratégie plus petits, parfois de taille moyenne, parfois même de grands cabinets. Et si jamais vous travaillez dans l'un de ces cabinets, par exemple Monitor Deloitte, oui, c'est tout à fait comparable à MBB et même plus, d'accord ? Donc travailler chez Monitor n'est pas du tout différent, sur la plupart des marchés, que de travailler chez A.T. Kearney ou McKinsey. Vous allez être en concurrence pour les mêmes projets, vous allez avoir des collègues très similaires, une culture de travail similaire, et ainsi de suite. Et encore une fois, je ne veux pas critiquer les Big Four, mais généraliser en disant que les Big Four, c'est la même chose que MBB. Non, il y a d'énormes différences. D'abord, il y a tous ces différents départements dans les Big Four et seulement quelques postes ou rôles spécifiques. Par exemple, être consultant en stratégie chez Monitor Deloitte, qui fait partie de la grande structure Deloitte. Ce sera vraiment comparable à ce que tu fais chez MBB+. Ensuite, tu as le niveau inférieur et les cabinets spécialisés. Ce sont souvent des entreprises comme MBB+, mais légèrement plus petites. Donc elles ne couvrent pas toute la planète géographiquement, ou elles ne couvrent pas tous les secteurs, tu vois. Donc elles peuvent être limitées, disons, au secteur de l'énergie ou au secteur public, tu sais, en conseillant les gouvernements et ce genre de choses. Mais elles n'offrent pas toute la gamme de secteurs et de fonctions que les grands géants du MBB et plus proposent. La seule chose que tu dois savoir ici, c'est qu'il existe aussi des cabinets prestigieux de rang inférieur ou des cabinets spécialisés. Ils peuvent être intéressants si tu sais déjà dans quel secteur ou quelle fonction tu veux vraiment travailler, mais cela peut aussi être limitant pour cette raison. Si j'avais rejoint MBB plus tôt, toutes les possibilités se seraient offertes à moi. Tu sais, je peux passer au secteur pétrolier et gazier, et le lendemain, je peux travailler dans le secteur public sur le projet suivant. Donc je peux voir beaucoup de domaines différents, alors que dans ces cabinets spécialisés, ce n'est pas possible. Et ensuite, le conseil en informatique, je veux dire, c'est quoi ce délire ? Parfois, les gens semblent mettre le conseil en informatique dans le même panier que MBB+, ce qui est une véritable catastrophe. Si tu travailles pour une entreprise comme Tata Consulting Service, où il y a en fait beaucoup de sociétés indiennes qui font du conseil informatique assez solide. Mais bon, ça reste du conseil informatique. D'accord, ça n'a absolument rien à voir avec le conseil en management. Les tailles des équipes sont différentes, l'équipe, la durée des projets est différente. La plupart du temps, il s'agit de projets lourds de mise en œuvre informatique. Vous êtes chez le client pendant 12 à 24 mois et croyez-moi, vous n'avez aucun contact direct avec la haute direction. D'accord ? Donc, le conseil en informatique est quelque chose que vous voudrez oublier assez vite, sauf si cela vous intéresse, ce qui est tout à fait acceptable. Maintenant, voici ce que vous devez retenir à propos de ces différentes catégories. Laissez-moi vous raconter une petite histoire que je raconterai en fait au jeune Kevin. Parce que c'est probablement quelque chose que je ferais différemment si je devais recommencer. Il y a 10 ans, 11 ans, une mauvaise décision de rejoindre la mauvaise entreprise peut littéralement vous hanter pendant des années. D'accord, maintenant, laissez-moi vous expliquer. Quand je faisais du recrutement, quand j'ai terminé ma licence, je me suis dit, hors de question, tu sais, je ne vais pas faire de master maintenant. J'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, j'ai fait beaucoup de bons stages dans de grandes entreprises à travers le monde et j'ai compris que c'est là que j'excellais vraiment. Tu sais, non, je veux faire quelque chose de concret. Je n'ai pas envie d'étudier encore 2 ans pour un diplôme inutile juste pour l'avoir sur mon CV. Et si jamais j'en ai envie, je pourrais faire un MBA plus tard dans une université prestigieuse du type HSW. Et c'est tout. Alors je me suis dit, d'accord,
Je vais postuler à des emplois en conseil, parce que tout le monde parle du conseil. J'imagine que c'est un bon début de carrière. C'est ce que j'ai fait. J'ai été plutôt stratégique à ce sujet, même si je n'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais. Avec le recul, j'ai donc mis les entretiens les plus importants en dernier. Comme les derniers entretiens, j'avais programmé Roland Berger, et après ça, McKinsey, et j'en ai eu quelques-uns. J'ai aussi postulé dans d'autres cabinets comme Monitor et Deloitte, suite à notre discussion. J'ai reçu quelques refus et aussi des réponses positives. J'ai été accepté, j'ai reçu des offres d'emploi de la part de quelques autres cabinets. D'accord. Et quand il ne restait plus que les 2 derniers entretiens ou les 2 derniers processus, Roland Berger, après un long processus, et j'étais le seul gars avec une licence assis là. D'accord, je suis entré dans cette salle et c'était comme un groupe, une sorte de configuration en groupe. Au début, je suis entré dans la salle, il y avait une vingtaine d'autres personnes, plus ou moins, et ils avaient tous des masters et j'étais le seul avec une licence. Voilà, j'ai dit d'accord, intéressant. Et à la fin, sur ces 20 personnes, 2 ont reçu des offres, dont moi, et j'étais très content de ça. C'était l'une des entreprises que j'aimais vraiment, donc j'ai accepté l'offre et j'ai décliné l'entretien chez McKinsey qui était prévu pour quelques semaines plus tard. En Pologne, à Varsovie, parce qu'en fait, j'avais postulé au bureau polonais puisque je suis à moitié polonais. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu quelques situations, vous savez, qui m'ont fait réfléchir à cette décision. Donc par exemple, j'étais assis avec une équipe de projet. Quelques types un peu naïfs, pour être honnête, d'accord ? Quelques types un peu naïfs qui étaient aussi de ma boîte. On travaillait sur un projet. Donc c'était le genre de personnes qui ont des insécurités. Et ça se voit. Je veux dire, si tu as des insécurités, c'est pas grave. Mais tu sais, garde-les pour toi. Ou discutant avec quelques proches et trouve une solution, mais ne les montre pas au monde entier, ça ne sert à rien. Et il y a une chose, tu sais, une situation dont je me suis souvenu, c'est qu'en fait, nous conseillons le même client que McKinsey, d'accord ? Donc il y avait une équipe projet McKinsey et une équipe projet Roland Berger. Et un des gars de mon équipe a dit quelque chose comme « Oh, les gars de McKinsey arrivent ». Et il l'a dit d'une manière qui transmettait un peu ça. Ils sont plus hauts dans la pyramide des hiérarchies, tout en ayant aussi une sorte de ton un peu plaintif, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Putain, qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je n'ai pas rejoint ces gars-là, tu sais, les gars de McKinsey ? Je suis sûr qu'ils ne disent pas des trucs comme ça. » Et ça, ce n'était qu'un exemple, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà pourquoi je dis que ma chute a commencé. Je me posais beaucoup de questions, du genre « Est-ce que je devrais repostuler ? Est-ce que je devrais arrêter ce boulot ?» Et même après avoir quitté le conseil, après être allé dans le capital risque et l'accélération de startups en Chine, je me disais « Tu sais, peut-être que je devrais retourner dans le conseil et essayer d'entrer chez McKinsey. » Et en quelque sorte, on voit me donner ce tampon prestigieux, je pense que j'en ai besoin. Et ça a duré un moment, et je savais au fond de moi que ça n'avait aucun sens, tu vois, et que ce que je fais en ce moment va être bien plus bénéfique pour ma carrière. Mais j'avais en quelque sorte cette envie subliminale. D'accord. Et des années plus tard, je veux dire, aujourd'hui, je n'ai plus ces sentiments. Tu sais, je suis sur une trajectoire complètement différente de celle que j'aurais eue si j'avais, tu sais, rejoint un autre cabinet de conseil, ou McKinsey. Après toutes ces années, et je vais mieux, tu sais, donc je suis sur une meilleure trajectoire. Mais j'espère que cette histoire très personnelle, tu sais, te donne un aperçu du fait qu'il y a ce genre de décisions qui peuvent te hanter pendant très longtemps, alors tu veux vraiment t'assurer de bien comprendre l'importance de ces choix. En général, si je peux te donner un conseil simple et un peu bête, vise toujours le sommet, d'accord ? Donc si tu as là, parfois, je parle avec des filles et elles me disent, tu sais, j'ai la possibilité de rejoindre ce cabinet d'avocats vraiment prestigieux. Je pourrais aussi choisir le plus petit cabinet pour un meilleur équilibre vie pro-perso. Oublie ça, tu sais, vise d'abord le meilleur, travaille là-bas, donne-toi à fond pendant au moins 1 an. Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais là-dedans ? Tu sais, peut-être que tu perds 1 année de ta vie et de plaisir, c'est super. Après ça, tu peux toujours redescendre, tu peux toujours rétrograder, et devine quoi, tu vas le faire. Intègre ces entreprises moins prestigieuses avec un salaire supérieur et un plus grand respect des collègues. Donc ne vise jamais le milieu ou le bas, vise toujours le sommet en premier, et ensuite tu pourras rétrograder comme tu veux.
Alors, que fais-tu en tant que débutant? On connaît tous ces publicités de BCG, par exemple. Ils ont publié récemment des pubs un peu bizarres sur Instagram. On connaît tous les livres de cas qui expliquent ce que fait un consultant, mais tout cela, c'est des conneries. Je vais te dire ce que tu fais vraiment. C'est simple. Tout d'abord, tu fais des slides PowerPoint. D'accord, c'est ton pain quotidien. Les cabinets de conseil, encore aujourd'hui, le principal projet, le principal produit qu'ils livrent à leurs clients, ce sont des slides PowerPoint. Et dans ces slides, tu as quelques conseils. Certains sont valables, d'autres peuvent être du baratin. Mais au final, tu livres un rapport, 200 slides. Voilà, tu fais une présentation à la direction et tout le monde est content. Maintenant, la plupart de ces grands cabinets, MBB et les autres, ils ont des départements graphiques. Donc tu n'as pas besoin, tu sais, de devenir un magicien de PowerPoint et de savoir créer des slides PowerPoint super sexy. La plupart du temps, tu peux les esquisser ou simplement écrire le plan général et ensuite le département graphique va s'en occuper. Mais je me souviens de beaucoup de situations où nous avions un comité de pilotage. Donc c'est, tu sais, l'une de ces grandes présentations où tu montres que ce sont les résultats préliminaires ou finaux que nous avons trouvés et tu présentes cela à la direction de l'entreprise que tu conseilles. Et je me souviens de situations où nous étions assis là à 11h du soir et le lendemain matin à 8h. Ah, il y a ce fichu comité de pilotage et on savait que si on envoyait ça, genre, on avait quelques trucs à corriger dans ces diapositives, ou alors on avait des résultats complètement nouveaux. Tu sais, venant du modèle Excel, parce que un de nos gars, je ne vais pas citer son nom, mais c'est un très bon ami à moi, il construisait le modèle Excel. Et il a complètement foiré à la dernière minute. Tu sais, il était là, oh putain les gars, en fait tous les chiffres doivent être changés. D'accord, donc on avance, et on le sait, on ne peut pas. Tu sais, laisser le service graphique faire ce genre de boulot. S'ils le font, ils risquent d'être trop en retard et de ne pas pouvoir prendre le boulot à temps, car ils sont souvent occupés, non? Ils faisaient des sortes de diapositives, et donc ce qu'on faisait, c'était qu'on changeait machinalement des chiffres sur des diapositives pendant des heures et des heures. Et puis tu as des problèmes de mise en forme, tu sais, tu as peut-être créé de jolis graphiques et diagrammes sur tes diapositives, et tu dois changer les chiffres. Donc c'est le genre de choses qu'on fait. Je crois qu'on a fini à 4h du matin. Je me souviens que je suis allé à l'hôtel, c'était assez loin. Il y avait un projet à Stockholm, en Suède. Je suis allé à l'hôtel et j'ai regardé l'horloge. J'ai envoyé la photo à ma petite amie de l'époque. Je lui ai dit, d'accord, il reste 1 heure avant le petit déjeuner et je suis allé dormir. Ensuite, tu sais, j'ai très mal dormi. Évidemment, je me suis réveillé 1 heure ou 1h30 plus tard. J'ai pris le petit déjeuner puis suis allé à ce fichu comité de pilotage. Donc voilà ce qui se passe ensuite. Modélisation sur Excel. J'ai construit quelques modèles Excel au cours de ma carrière et c'est toujours un peu effrayant quand on commence. Mais pour moi personnellement, c'était l'une des tâches les plus méditatives qu'on puisse avoir et c'est extrêmement gratifiant. D'accord, donc si vous commencez à construire ces modèles, ce que vous feriez généralement, c'est que vous vous asseyez. Et vous y réfléchissez très profondément. Avant de construire, avant d'ouvrir le moindre onglet ou d'écrire la moindre formule, vous y réfléchissez très profondément. Peut-être que vous prenez une feuille de papier et un stylo et vous notez la structure générale. C'est comme si vous aviez déjà gagné 50% de la bataille. Parce que si vous structurez mal le modèle, ou si vous commencez simplement à taper des formules, et puis vous vous dites « bon, je vais improviser ». D'une façon ou d'une autre, ça finit par donner un modèle pas très impressionnant. Donc commencez toujours en réfléchissant d'abord à la structure. Et ça, pour moi, ça a toujours été une tâche très redoutée. Vous savez, parce que si je me plante maintenant, si je rate la structure, ça va être un vrai casse-tête de construire ce modèle. Et puis évidemment, on rencontre toujours des problèmes, vous savez, il y a des erreurs de référence ou autres, mais en général, on arrive à les corriger assez rapidement. Vous voyez? Donc on construisait des modèles, par exemple, pour vous donner une idée. Nous travaillions sur un projet où nous conseillions un producteur de sucre, un très très grand producteur de sucre,
Et puis il y a eu quelques changements dans l'industrie qui ont essentiellement affecté toute l'industrie du sucre. Et ces gars-là avaient de sérieux problèmes parce que le prix du sucre baissait. Et vous savez, ils perdèrent de l'argent. Et donc nous avons construit un modèle qui allait prédire comment l'offre mondiale de sucre et son prix allaient évoluer dans les mois et les années à venir. Évidemment, c'est, vous savez, difficile à prévoir, mais nous avons fait de notre mieux. Le prochain que j'ai construit, totalement différent. Mais par exemple, pour un grand fournisseur logistique qui avait des palettes, vous savez, ces trucs sur lesquels on pose des choses, ils avaient ces palettes. Et je modélisais comment ils avaient en fait quelques idées intéressantes pour mettre des capteurs sur ces palettes afin que vous puissiez les suivre tout au long de la chaîne d'approvisionnement avec différents types de capteurs. Certains n'avèrent que le GPS, d'autres mesuraient réellement le poids des marchandises qui se trouvent sur cette palette. Vous pouviez toujours savoir si la palette était vide ou contenait quelque chose dans la chaîne d'approvisionnement. Et par exemple, je modélisais les revenus potentiels et le modèle économique pour ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous devriez investir? Si vous deviez mettre en place quelque chose comme ça, est-ce que vous seriez capable d'en tirer profit ou pas? D'accord, donc c'est ça, vous rassemblez des données provenant de différentes bases de données. Vous n'allez pas toujours commencer en tant qu'analyste et construire un énorme modèle de prédiction du sucre à l'échelle mondiale. La plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est qu'on va vous demander « Et tu sais, est-ce que tu peux télécharger depuis la base de données XYZ? Est-ce que tu peux télécharger les prix des céréales pour les 20 dernières années? » D'accord. Ensuite, tu vas dans ta base de données, à laquelle tu as accès grâce au cabinet de conseil, et tu télécharges ces informations. En général, et ça aussi tu ne le liras sur aucun site de carrière. Mais je connais beaucoup de consultants et de consultants juniors qui, en faisant ce genre de choses, écoutent quelque chose. Ils peuvent écouter de la musique ou des podcasts. Parce que ce genre de tâches, ce sont des tâches très faciles. Vous savez, vous téléchargez ces feuilles de calcul, parfois il y a beaucoup de données à télécharger, donc ça prend du temps. Et ensuite, vous copiez, collez ça dans un modèle ou un gabarit que le consultant principal vous a donné. Donc vous pouvez facilement écouter un podcast de Joe Rogan ou regarder des vidéos de Kevin Jones sur le site. Ce que vous faites aussi, et c'est quelque chose qui m'a le plus impressionné quand j'étais très jeune et que je travaillais sur ces projets de conseil, c'est que vous commencez à réfléchir de manière très intensive à un nouveau sujet ou secteur. Donc, il faut imaginer que si vous êtes dans l'une de ces entreprises MVB+, qui couvrent vraiment tous les secteurs et toutes les fonctions, vous allez avoir beaucoup de projets où c'est la première fois que vous réfléchissez à ce secteur. Je veux dire, quand on m'a balancé sur ce projet dans l'industrie du sucre, tu crois vraiment que j'en avais quelque chose à faire de l'industrie du sucre? Non, donc tu sais, ce que tu fais, c'est que tu lis beaucoup d'articles Wikipédia, tu lis, parfois des petits guides et des livres. Tu cherches à identifier les leaders d'opinion, les principaux acteurs et leur part de marché dans ce domaine. Et tu fais tout ça assez rapidement, parce que tu ne veux pas que le client se rende compte que ce type ne connaît rien à cette industrie, n'est-ce pas? Donc la prochaine fois que tu parles à la direction ou au chef de projet du côté du client, tu ne veux pas qu'il s'en rende compte. Tu sais, tu n'as jamais entendu parler de cette fichue industrie du sucre et tu t'en es jamais soucié. Tu veux qu'il pense que tu es un expert, d'ailleurs. C'est aussi comme ça qu'on te vend la plupart du temps, tu sais? Donc, quand les cabinets de conseil proposent une équipe à un client, ils ne vont jamais dire « Tu sais, cet analyste Kevin, il n'a aucune foutue idée de l'industrie du sucre. » Mais ils vont toujours dire « Ouais, tu sais, il a déjà travaillé sur ce genre de projet, ou il a de l'expérience dans des industries similaires, ce qui, la plupart du temps, est des conneries. » Donc, tu dois te mettre à niveau assez rapidement, en d'autres termes, et j'ai toujours trouvé ça extrêmement impressionnant, surtout pour les chefs de projet. Donc les personnes qui ont travaillé dans l'industrie depuis, disons, 5 ou 6 ans. Tu vois à quelle vitesse ils se mettent à niveau et deviennent opérationnels, et c'est agréable à voir. Et je me souviens que, par exemple, sur ce projet de sucre, mais aussi sur un autre, c'était encore plus fou. Il y avait un projet où nous optimisions un abattoir de porc. D'accord, réfléchissez à ça. Un abattoir de porc,
nous étions en train d'optimiser ça. Un des principaux indicateurs de performance, sans plaisanter, est le nombre d'abattages par minute. Combien de ces porcs sont abattus par minute? D'accord, et évidemment, aucun d'entre nous n'avait jamais pensé à cette industrie ou à ce genre de modèle économique auparavant. Je veux dire, c'est dingue, non? Et l'un de ces chefs de projet qui a aussi été affecté à ce projet, j'ai travaillé dessus pendant un temps très très court, juste quelques semaines. Il a été affecté à ce projet. Le premier jour, il ne connaissait rien à l'industrie. Et il parlait au chef de projet, le chef de projet côté client. Et je me disais, mec, il improvise vraiment, tu vois. Je veux dire, on dirait qu'il sait exactement de quoi il parle. Mais ce n'était pas le cas. Je veux dire, il m'a dit qu'il n'en avait aucune idée. Et puis, encore plus impressionnant, après une semaine ou deux, il savait tout. Il était si absorbé que j'étais impressionné, je ne pouvais même pas en parler avec lui. J'avais besoin de faire des recherches et j'avais vraiment l'impression que, tu sais, en 2 semaines, il avait atteint le même niveau que quelqu'un du secteur qui y travaille depuis, tu sais, 10 ans. Probablement. Oui, c'est assez impressionnant. Quoi d'autre fais-tu? Tu prends des notes pendant les réunions, tu fais des entretiens avec des experts. Tu sais, quand tu as besoin d'un type de données qui n'est pas disponible sur un site web ou dans une base de données. Et ce que tu fais généralement, c'est que tu appelles quelques experts, tu leur poses quelques questions intelligentes. Je me souviens que prendre ces notes pendant les réunions était toujours un truc un peu ennuyeux à faire, mais parfois tu te retrouvais dans des situations où ça t'amenait dans des environnements très agréables. Donc j'étais censé faire une interview, j'étais censé prendre des notes sur un projet où nous étions en train d'optimiser, En gros, nous étions en train de créer une énorme stratégie sur plusieurs années pour un producteur de café très connu, une grande entreprise de café. Je suis sûr que tu la connais, mais je ne peux pas dire son nom. J'étais assis en Italie et j'étais censé prendre des notes pendant une réunion entre notre associé, l'associé principal, et le PDG de cette entreprise. Tu sais, donc vraiment la haute direction. Et quel âge avais-je? Je ne sais pas, 20 ans, enfin. J'étais un débutant, d'accord, un vrai débutant, et c'était extrêmement impressionnant. Tu sais, Mo, c'est à ce moment-là qu'on apprend le plus. C'est là qu'on voit les dynamiques de pouvoir entre ce PDG et notre associé principal. C'est là que tu remarques, tu sais, comment ils parlent, comment ils se regardent, ce qu'ils font avec leurs mains, comment ils esquivent certaines questions, tu sais, et ça, c'était toujours extrêmement impressionnant. Donc prendre des notes, parfois c'est passionnant, parfois ça ne l'est pas. Enfin, tu as aussi de nombreuses tâches administratives. Par exemple, tu sais, si tu es un collègue junior, c'est sûr que ce sera toi qui organiseras les réunions, coordonnera certains emails et y répondra. Il y a toujours des dossiers partagés dans les cabinets de conseil. Donc, tu sais, tu as par exemple un dossier de projet où tu mets toutes les recherches, tous les modèles, toutes les présentations PowerPoint. C'est toujours bien structuré, donc tu ne mets pas tout en vrac dans ton dossier comme sur ton ordinateur perso. Mais tu l'organises bien et en tant que collègue junior, c'est ton travail de t'assurer que la structure reste en place, que tout soit toujours bien rangé et que ça ait l'air propre. Chacun peut retrouver toutes les données très rapidement. Et puis tu as quelques tâches ennuyeuses. Tu pourrais même aller chercher à manger pour tes collègues ou autre chose s'ils n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Et tu sais, d'autres types de tâches ennuyeuses que tu retrouves dans chaque travail. Pour être honnête, si tu es une personne junior maintenant, la question suivante c'est qu'est-ce que tu apprends et comment tirer le meilleur parti de ton expérience en conseil? J'ai aussi une histoire très drôle à ce sujet. Laisse-moi d'abord commencer par les 2 premiers points, d'accord? Tu apprends la structure, le MECE, la rigueur, les concepts stratégiques de l'entreprise et la communication appropriée. Je veux dire, la plupart d'entre vous qui ont entendu parler du conseil ont aussi entendu parler du MECE. Mutuellement exclusif, collectivement exhaustif, c'est un concept que tu utilises extrêmement souvent dans le conseil. Et c'est quelque chose que Enfin, moi je l'ai. J'ai des amis qui ont travaillé dans le conseil pendant de nombreuses années, et maintenant, par exemple, ils travaillent dans le capital investissement ou ils travaillent dans l'industrie. Et quand on est ensemble, je reviens juste d'un voyage en Islande et on avait quelques listes. Je pense à des publicités qui n'étaient pas MECE. Vous savez, où il y avait des points à puce. Et ils n'étaient clairement pas MECE. Et c'est le genre de choses qui, je veux dire, nous ont fait rire. On se disait, mec, ce n'est pas monsieur, tu crois qu'ils le savent?
Et on se disait, ah, tu sais, c'est une blague d'initié tellement drôle quand tu es un ancien consultant, c'est-à-dire un vrai nerd pour ce genre de choses. Mais personne dans la population n'en a rien à faire de monsieur, tu vois. C'est un concept intéressant auquel il faut penser plus souvent, donc je vous encourage à lire à ce sujet. Ensuite, la rigueur. Il y a ce concept appelé zéro défaut dans le conseil en management. J'en ai beaucoup parlé aussi avec les équipes avec lesquelles je travaille sur mes projets personnels, mes assistants et ainsi de suite. Je leur dis toujours que le zéro défaut, c'est notre objectif. Et ça veut simplement dire que, avant d'envoyer une présentation ou un email, il faut le relire une fois de plus. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur. Si vous faites un calcul sur Excel, pareil. Une fois que vous avez terminé, regardez-le à nouveau, assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui m'est envoyé, tout ce qui m'arrive en tant que superviseur est censé être sans aucun défaut. Les concepts stratégiques et commerciaux, évidemment, c'est aussi quelque chose que vous allez apprendre et auquel vous allez beaucoup réfléchir. Enfin, communiquer efficacement avec les cadres dirigeants et évoluer dans des environnements hiérarchiques. En tant que junior dans un environnement hiérarchique, comme le conseil, parce que le conseil est extrêmement hiérarchique, beaucoup d'entreprises, vous savez, le présentent comme étant non hiérarchique. Et vous savez, on parle de hiérarchie plate, c'est des conneries. Le conseil reste et restera pour un avenir prévisible, un environnement extrêmement hiérarchique. Parce que vous travaillez avec des entreprises qui sont hiérarchisées depuis plusieurs décennies et vous les conseillez. Donc vous devez d'une certaine manière jouer au même niveau qu'eux. Vous ne pouvez pas soudainement jouer à un jeu différent. Donc vous apprenez très bien à naviguer dans ces environnements, à parler à quelqu'un qui est, vous savez, plusieurs niveaux hiérarchiques au-dessus de vous ou en dessous de vous. Et comment vraiment en tirer le meilleur parti. Maintenant, avant de parler du réseautage, laissez-moi vous raconter cette courte histoire des 3 steaks qui est aussi quelque chose. Donc nous avions un dîner pour fêter la fin d'un projet. D'habitude, quand on termine un projet, on fait toujours quelque chose de sympa, vous voyez. Donc au minimum, c'est d'avoir un bon dîner. Avec l'équipe projet, parfois avec les clients, parfois sans les clients. Juste, vous savez, votre équipe projet. Et parfois, on fait même des choses plus originales. On va au bowling ou faire du paintball ou autre. Vous voyez Et là, on avait ce dîner dans un restaurant de steak. Petite parenthèse, vous mangerez beaucoup de steak si vous travaillez dans le conseil, du moins d'après mon expérience personnelle et celle des gens que je connais. Le steak est généralement le choix numéro 1 quand il s'agit de choisir un plat. Un dîner, et c'était aussi le cas pour nous, donc nous mangions du steak. J'étais assis à côté de ce partenaire qui était le chef du projet et il y avait quelques autres personnes autour et ce partenaire. Il m'aimait vraiment bien pour une raison quelconque et il était aussi un grand amateur de bonne cuisine. Quand la serveuse est arrivée, il a demandé « D'accord, alors combien ? Combien de grammes fait ce steak ? Parce que j'ai vraiment faim. » Et elle a répondu quelque chose comme « C'est 200 grammes » ou quelque chose comme ça. Et lui, il était super direct. Il a dit seulement 200 grammes. Genre, tu vois, ça va nourrir qui ? Une fourmi ? Et puis la serveuse. Évidemment, ces gars vont dépenser des centaines d'euros, donc ce sont des clients importants pour elle. C'est très embarrassant pour elle. Que peut-elle dire ? Elle ne peut pas changer la taille des steaks comme par magie. Donc elle dit « D'accord, oui, monsieur, désolé. C'est la taille standard chez nous. Ce que vous pourriez faire, c'est en commander 2. » Et il répond « Vous êtes sérieux ? Je veux dire, vous plaisantez ? Je ne vais pas pouvoir manger 2 steaks et moi je regarde la scène un peu, franchement, gêné. Et puis ce que j'ai dit, c'est mec. Enfin, je n'ai pas dit mec, j'ai dit son prénom. Appelons-le Pierre pour l'instant, Pierre. Et si on commandait 3 steaks, un pour toi, un pour moi et le 3e qu'on partage. Ce n'est pas un bon compromis. Et à ce moment-là, tu sais, les yeux de ce partenaire se sont illuminés. Il avait le plus beau sourire sur le visage. Et il a dit « Kevin, c'est pour ça que je t'aime bien. Ça, c'est vraiment sortir des sentiers battus, réfléchir différemment. Allons-y, c'est ce qu'on va faire. 3 steaks, s'il vous plaît, pour nous. » Et je veux dire, il a continué, désolé, il a continué à parler de cette histoire pendant des années. Après ça, tu sais, on est allé à... Nous avons eu un autre projet ensemble après ça, quelques mois plus tard.
Et il a raconté cette histoire au chef de projet côté client. Oh, et j'ai Kevin avec moi. Tu sais ce qui s'est passé quand on est allé au restaurant de steak? Ce gars-là pense vraiment en dehors des sentiers battus. Donc c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est en quelque sorte une continuation de ce point sur le réseautage. Tu dois emmener le réseau avec toi. Et la façon de faire, c'est simplement d'être toi-même et aussi d'être drôle. Tu sais, si tu es un de ces types trop sérieux qui essaient seulement de plaire à l'associé, toujours vouloir être politiquement correct et ne rien dire de travers, c'est risquer que personne ne se souvienne de toi ni ne crée de vraies relations. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec ce gars-là. Tout simplement parce que j'étais tellement authentique, brut et sans filtre, et lui aussi. Donc c'était un super match. Dernier point concernant ce sujet du réseautage. Quand tu commences le conseil en tant que débutant, tu auras probablement une vingtaine d'années ou un peu plus. Tu es extrêmement jeune, d'accord? Ces grands pontes, tu parles à ses associés en conseil? Ils ont au moins 40 ans et certains des associés principaux sont bien plus âgés. Donc, l'avantage, c'est que tu n'es pas perçu comme un concurrent, tu vois? Alors que si tu essayes de réseauter avec le consultant principal, qui a 29 ans, tu vois, il pourrait se dire: «Oh, est-ce que je devrais vraiment l'aider?» En gros, tu sais, il est en train de me rattraper et ce genre de pensée est bizarre et absurde. Mais les gens ont vraiment ce genre de pensée, alors fais toujours attention. C'est un peu le même point que celui qu'on a évoqué à propos du fait d'aller toujours viser le sommet dans ta carrière. Tu peux, toujours. Tu peux aussi appliquer ça au genre, essaie toujours de ressauter avec les personnes les plus expérimentées, parce que, paradoxalement, ce sont celles qui sont les plus ouvertes à t'aider. Parce que, de façon subliminale, ils ne te voient pas comme un concurrent, mais plutôt comme un mentoré. Tu sais, quelqu'un d'aussi jeune, mignon et naïf, ça vaut la peine de l'aider. Et ce sont les meilleures relations mentor-mentoré que j'ai développées avec des personnes qui ont littéralement 30 ou 40 ans de plus que moi. Dernier point, ce que vous allez apprendre sur cette diapositive, c'est que vous n'allez pas apprendre comment créer une entreprise. Beaucoup de gens ont cette illusion que oh, vous savez, je reçois tellement de messages sur Instagram. Kevin, je veux créer une entreprise, mais d'abord, j'ai pensé que j'irais dans le conseil pendant 2 ans. Cela montre que cette personne ne veut pas vraiment créer une entreprise ou est complètement perdue dans ce monde. Si tu veux créer une entreprise, si tu ressens vraiment ce besoin fort, si tu as peut-être déjà quelques idées ou des pistes dans lesquelles tu pourrais te lancer, alors fais-le. Et ne va pas dans le conseil, ça ne sert à rien. Tu n'apprendras pas à créer une entreprise en faisant du conseil. Ça peut avoir du sens. Si tu te dis qu'à un moment donné, tu voudras peut-être créer une entreprise, alors c'est un tout autre jeu. Je vois, d'accord, en gros. Tu n'as pas encore décidé, tu ne sais pas où la vie va t'emmener dans les 5 à 10 prochaines années. Donc c'est tout à fait normal de commencer par le conseil et de voir ensuite. Mais si tu dis je veux être fondateur, c'est mon rêve et c'est ce que je vais faire. Ça ne sert à rien d'aller dans le conseil maintenant, pour toutes ces raisons. Si vous avez des questions, mettez-les simplement dans les commentaires ci-dessous et j'essaierai d'y répondre. Parce que je suis sûr qu'il y a certains aspects de tout ça qui sont confus ou sur lesquels vous voudriez avoir plus d'informations, je serai ravi de vous les fournir. Enfin, ce que vous allez apprendre, c'est comment tirer le meilleur parti de votre expérience en conseil. Vous allez évidemment acquérir des connaissances spécifiques à l'industrie et au projet. Si vous travaillez sur un projet dans l'industrie du sucre, vous acquérez des connaissances différentes que si vous travaillez dans la fonction de numérisation ou si vous travaillez sur un projet de fusion-acquisition. Ce que j'ai fait par exemple pour une entreprise de moto, un projet extrêmement cool. J'ai tellement appris sur cette industrie de la moto que ça m'a donné envie de conduire une moto moi-même et j'ai finalement obtenu ce permis moto lors d'un stage intensif d'1 semaine. En résumé, ce sont des apprentissages spécifiques que vous emporterez. Et dernier point, un petit conseil un peu illégal pour vous. Je ne l'ai évidemment jamais fait, non? Mais il y a beaucoup de modèles qui circulent dans ces cabinets de conseil pour de jolis calculs Excel, pour des modèles et des diapositives PowerPoint attrayants.
J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui les copient sur une clé USB, les modifient un peu et les utilisent à leur propre fin à l'avenir. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais il y a des gens qui le font et c'est évidemment, enfin, c'est illégal. Je ne pense pas ça. Je n'en ai pas rencontré de cas où, vous savez, quelqu'un qui a quitté l'entreprise a été pris en train de faire ça parce que ce n'est pas suivi. À ma connaissance, je ne sais pas parce que je n'ai jamais fait ça, mais c'est quelque chose que certaines personnes font, vous voyez? Alors, quel style, quel mode de vie menez-vous? Laissez-moi vous donner la vérité sans filtre. Dans le passé, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de voyages. Donc du lundi au jeudi, au moins, vous étiez chez le client, vous les conseilliez, vous les rencontriez. Pour moi, vous savez, j'étais, en Italie, en France, en Suède, en Pologne, en Thaïlande, en Égypte. Maintenant, l'Égypte par exemple. Je veux dire, ce qui arrive aussi très souvent, c'est que on vous fait des promesses. Oh, vous savez, on commence. C'était par exemple l'Égypte. C'était censé être un projet très cool au milieu de nulle part en Égypte, où une entreprise qui n'avait rien à voir avec ça faisait quelque chose de totalement différent. Ils voulaient créer un grand champ rempli de fleurs, cultiver des fleurs et, vous savez, les vendre à travers le monde. Je ne sais pas pourquoi ils voulaient faire ça en Égypte et ils veulent... Je veux dire, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment diable arrose-t-on toutes ces fleurs dans un désert comme l'Égypte? Et ils voulaient qu'on trouve la solution. J'attendais vraiment ce projet avec impatience parce que c'est une nouvelle culture, une façon complètement différente de faire des affaires. C'est aussi sympa de pouvoir explorer un peu l'Égypte le week-end. Au final, le projet n'a pas abouti. D'accord, donc il y a souvent des situations comme ça dans le conseil où on a beaucoup d'espoir. Oh, tu sais, il va y avoir un super projet à Dubaï ou autre. Puis au final, ça ne se fait pas. Mais avec le recul, je suis allé dans beaucoup de beaux pays. J'ai vu beaucoup de superbes bureaux et je suis reconnaissant pour cette expérience. Et j'ai de la peine pour les gens qui commencent dans le conseil maintenant, parce que même s'il y a encore des déplacements, d'après ce que j'entends de ceux qui entrent dans le conseil aujourd'hui, c'est différent. Vous savez, il y a moins de déplacements, c'est plus d'appels Zoom, c'est plus de travail à domicile ou depuis votre bureau à la maison. Et pour être honnête, pour moi, c'était au moins 30% de la valeur d'une carrière dans le conseil. Avoir cette expérience de voyage et rencontrer les gens en personne, voir les dynamiques de pouvoir, je veux dire, je vous ai parlé de cette situation où j'étais assis avec le PDG et l'associé. J'aurais appris 10%. J'aurais, vous savez, juste appris 10% de ce que j'ai appris dans ce contexte réel. Si ça s'était passé lors d'un appel Zoom, d'accord, donc c'est un gros point négatif. Et c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre processus de réflexion, que vous souhaitiez ou non vous lancer dans le conseil. Les heures de travail sont élevées, donc travailler 70 heures n'est pas rare. Nous avons parlé de ces comités de pilotage devant eux. Vous travaillez souvent plus longtemps, donc par exemple, ce fichu projet à Stockholm, ça m'a vraiment rendu fou. Je me souviens des 3 dernières semaines environ avant le comité de pilotage. Nous travaillions toujours jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et puis on commençait, je crois, à 9 heures ou 8h30 du matin, donc il n'y avait pas beaucoup de sommeil. Et je vais être honnête avec vous, j'étais un fou furieux, d'accord, j'étais vraiment un taré. Ce que j'ai fait, parce que j'étais tellement concentré sur le maintien de ma structure, sur le maintien de ma santé physique, comme cadre pour, disons, mes ambitions. Que je suis allé à la salle de sport après ça, donc il était 2 heures du matin. Et ensuite, j'allais à la salle de sport de l'hôtel, je m'entraînais pendant, disons, 45 minutes, puis je buvais un shake protéiné. Et ensuite, j'allais dormir. Aujourd'hui, je ne ferai plus ça, parce que je reconnais que le sommeil fait aussi partie de l'équation si tu veux prendre du muscle.
Et une fois que j'ai commencé à dormir plus, en fait ces 2 ou 3 dernières années, ou à dormir suffisamment, j'ai aussi constaté que mon corps changeait beaucoup. J'ai pris beaucoup plus de muscles qu'avant. Mais à l'époque, c'est ce que je faisais. Je travaillais jusqu'à 2 ou 3 heures, puis j'allais à la salle de sport, et ensuite je me levais de nouveau à 7h30 pour prendre le petit déjeuner. Et ensuite, j'allais rapidement chez le client. Et enfin, on s'habitue à voyager dans des conditions très luxueuses. Donc, par exemple, chez Rowan Berger, même en étant consultant junior, tu peux en profiter. Tu as le droit de louer une Porsche comme voiture de société. J'avais quelques collègues qui l'ont fait, tu vois. Donc, à 20 ou 22 ans, ou peu importe, tu te balades dans une belle 911 comme voiture de société. Je n'ai pas fait ça, j'ai loué une BMW M240. Donc je sais que c'est aussi une voiture assez sportive. Mais je l'ai fait seulement, je pense, dans les 6 derniers mois ou quelque chose comme ça, quand je savais déjà que j'allais démissionner. Et je me suis dit, tu sais, je n'ai pas vraiment besoin d'une voiture, mais je vais juste prendre celle-ci pour m'amuser un peu pendant les derniers mois. Alors tu t'y habitues, non? Je veux dire, une fois que tu roules en Porsche ou que tu prends ta Porsche pour aller au travail, chaque jour, ça devient un peu difficile de se dire « Attends, 1 minute, je démissionne, tu sais, je vais lancer cette start-up. Je vais commencer avec 0 salaire. Et peut-être que dans 1 an, j'aurai une valorisation de 10 millions, ou peut-être pas, peut-être que ce sera 0. Quand même. Et puis, tu sais, je n'ai pas conduit ma belle Porsche pendant 1 an, tu sais, les billets en première classe, tout ça, toutes ces choses, on s'y habitue. Et c'est l'un des dangers dont nous allons parler plus tard dans le conseil, c'est qu'on s'habitue à ces choses et il est difficile de s'en détacher. C'est comme une drogue, tu sais, on te met sous cette héroïne luxueuse. Héroïne, aucune idée. Je n'en ai jamais pris. Et maintenant, il est difficile de s'en passer. Quel est le salaire comparé aux autres professions dont on a parlé? Et est-ce que ça va faire de toi une sacrée légende, c'est-à-dire un milliardaire? Gardons celle-ci courte parce que je ne peux pas raconter d'histoire personnelle concernant le salaire. Évidemment, non. Donc la moyenne est d'environ 120 000 dollars américains aux États-Unis. Dans l'Union européenne ou en Europe, ce sera plus bas en euros. Donc là, on parle de, 70, 80, 90 000, selon que vous avez une licence ou un master. Et là, on parle de MIB plus ici, d'accord? J'ai déjà mentionné, si vous êtes intéressé par les Big Four, tant mieux pour vous. Mais là, il suffit de prendre ces chiffres et vous savez de les diviser par 2. Pour la plupart des postes dans les entreprises du Big Four. Ceci étant dit, c'est comme un niveau de départ moyen. Je sais que c'est déjà élevé si on le compare au reste, à 90% de la population, mais ce n'est pas qui nous sommes, ce n'est pas notre niveau d'ambition, n'est-ce pas? Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que ton niveau d'ambition soit au top. 0,01% et tu veux avoir, tu sais, une valeur nette ultra élevée à un moment donné. Donc ça ne sert à rien de se comparer à quelqu'un qui, tu sais, est moyen. Mais quand on se compare à l'intérieur de ces catégories de haute performance, alors c'est en quelque sorte un salaire moyen. Ce qui serait plus élevé, par exemple, si tu commences dans la banque d'investissement, ton salaire sera plus élevé. Aussi, si tu arrives à entrer dans un hedge fund, il y a quelques postes d'analystes très prestigieux dans ces hedge funds. Ça, ce sera plus élevé. Ce qui sera plus bas, par exemple le capital risque, tu vas probablement gagner moins dans une start-up évidemment, même si ça peut être un excellent moyen de devenir très riche, en rejoignant une bonne start-up bien financée. Et on pourra en parler plus tard, parce qu'il y a quelques astuces. Comment savoir dans quelle start-up s'engager et laquelle a la plus grande probabilité de devenir une licorne un jour, pour que tu deviennes, tu sais, multimillionnaire du jour au lendemain. Ouais, mais le salaire sera plus bas pour l'instant. Est-ce que ça va faire de toi un multimillionnaire? Milliardaire? Un jour sûrement, mais non d'accord. Donc même si tu es le partenaire le plus senior, le vieux briscard chez Bateman dans n'importe quel cabinet MBB ou assimilé, tu ne deviendras jamais aussi riche. La raison, c'est que tu commences à participer très tard dans cette carrière, d'accord?
Donc, c'est seulement en tant qu'associé que tu commences vraiment à participer aux affaires. Le volume que tu apportes à la société et le fait d'avoir de vraies parts dans la société, avant ça, il n'y a rien de tout ça. Oui, il y a une prime, mais tu sais, laisse tomber la prime. Ce n'est pas ça qui va te rendre riche de sitôt. Tu pourrais, tu sais, t'offrir une belle Rolex avec ça ou autre chose, ou à un moment donné, une belle voiture, mais ce n'est pas ça notre objectif, non? Ce qu'on veut, c'est une part dans le flux de revenus, ou la valeur de l'équité qu'on est en train de créer. Donc, par exemple, une carrière participative, ce serait si tu travaillais dans une start-up, tu obtiens une part dans le pool d'options d'achat d'actions pour les employés, les OP. D'accord? Si tu as ça, tu travailles d'arrache-pied, tu t'assures que cette start-up soit bien financée et qu'à un moment donné, elle soit rachetée. Une fois qu'elle est rachetée, tu sais, une partie de ce gâteau t'appartient. Et c'est exactement ce que tu veux. Un autre exemple de carrière participative serait la vente. Tu sais, aussi simple que cela puisse paraître. Mais la vente est un excellent moyen de devenir riche si tu es vraiment doué. Si tu fais de la vente B2B et que tu es l'un des meilleurs commerciaux de l'entreprise pour laquelle tu travailles, oui, à chaque fois que tu vends ce produit, qui coûte parfois des centaines de milliers, si tu le vends à des clients d'entreprise, tu touches une commission là-dessus. Et si tu fais partie des 5% des meilleurs vendeurs, je te promets que tu vas gagner énormément d'argent et d'autres entreprises vont commencer à te remarquer. Ils vont se dire « Eh, ce Kevin, c'est le meilleur commercial qu'on ait dans le secteur. Je veux l'avoir dans mon équipe. Je suis prêt à lui donner tout ce qu'il veut. » D'accord. Ça, c'est une carrière où tu participes vraiment. C'est quelque chose que tu n'as pas en conseil à moins d'être associé. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a de meilleures façons de devenir riche. Donc ici, on a un petit aperçu de ce que je pense être, tu sais, les autres piliers principaux pour construire la richesse. Et évidemment, je veux dire, tout le monde sait que je ne suis pas un foutu milliardaire. Je ne suis pas non plus une personne ultra fortunée, mais je m'en suis bien sorti et je vais faire beaucoup mieux à l'avenir. Donc je pense que je peux simplement vous parler de ces principes et vous pouvez essayer de les appliquer ou pas. Au final, ce n'est pas facile. Vous voyez, il n'y a pas tous ces fichus youtubeurs qui m'énervent, qui vous disent « Oh, vous savez, il suffit d'acheter du Bitcoin au bon moment » ou « Il faut suivre cette stratégie de trading toute simple » ou d'autres conneries du genre. Vous avez ça, vous voyez, des gens qui vous promettent de devenir riches du jour au lendemain. Ou alors vous avez des gens tout à fait moyens qui vous disent « Oui, tu peux faire cette belle carrière dans un des Big Four ». Et ce sont tous des gens sympas, bien intentionnés, mais ils ne sont pas faits pour nous, ils ne sont pas faits pour nous. Nous cherchons à devenir exceptionnels, à sortir de cette masse de gens moyens et tout simplement à essayer de laisser une véritable empreinte sur cette planète. D'accord? Pour faire court, voici les piliers que je pense importants. Il te faut à nouveau une carrière active. Une carrière active signifie que tu participes aux revenus ou à l'équité que tu crées pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est différent d'une carrière, comme par exemple le conseil durant les premières années, où tu as simplement ta carrière, ton petit bonus et tu es un petit assistant content. Dans ce grand système, contrairement à une entreprise où tu construis ta propre affaire, évidemment, c'est toi qui prends toutes les décisions et tu détiens tout le capital ou la majorité ou une partie du capital selon la façon dont tu es financé. Quelles sont, selon moi, les belles carrières qui ont un bon potentiel? La finance, comme ici, comme les hedge funds, le capital investissement, la banque d'investissement, la recherche en actions ou la gestion d'actifs, sont toutes des carrières. Certaines comportent des aspects participatifs plus tôt, d'autres plus tard dans le processus. La vente, j'en ai déjà parlé. La vente B2B de préférence avec des commissions très élevées, les startups technologiques, parce que soit vous avez des actions, soit vous avez ce qu'on appelle des RSU. Des stock options que vous pouvez exercer après un certain temps, par exemple si vous travaillez pour. Si vous êtes entré chez Google en tant que développeur au bon moment, vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à ces RSU par exemple. Et il y a d'autres futurs géants de la tech auxquels vous pourriez vous joindre maintenant. Obtenez de belles RSU pour vous-même. Actuellement, en période de récession, ces options offrent des prix attractifs et permettent de générer d'importants revenus ou parts de revenus. Enfin, le consulting reste aussi intéressant. À un certain moment, vous savez,
Vous avez une composante participative, c'est quand vous êtes associé. Et c'est vrai que si vous essayez de devenir, par exemple, si votre rêve est de devenir PDG d'une entreprise du Fortune 500, le consulting pourrait être l'un des chemins les plus directs pour y arriver. Vous savez, parce que si vous créez votre propre entreprise, c'est quand même assez improbable. Ça ne va pas vous apprendre toute cette politique, vous savez, tous ces jeux de hiérarchie au sein de ces structures qui existent depuis des décennies. Ce sont des choses que vous allez apprendre si vous travaillez dans le conseil ou la banque d'investissement. Donc, si c'est ce que vous visez, le conseil pourrait être l'un des meilleurs choix pour vous. En fait, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne visent pas cela, d'autant plus que c'est une voie très incertaine, n'est-ce pas? On ne devient pas PDG du jour au lendemain, mais on travaille dur, on devient associé dans le cabinet de conseil où l'on est. C'est comme un parcours de 20 ans, voire plus de 20 ans, avec un résultat extrêmement incertain qui dépend aussi beaucoup de la politique. Le pilier suivant, c'est une activité secondaire. Si vous allez sur flipper.com, c'est un site web où j'ai aussi vendu l'une de mes activités secondaires il y a quelques temps. On y trouve d'excellentes sources d'inspiration. Donc Flipper n'est pas l'endroit où vous vendez votre entreprise valant plusieurs millions de dollars, ni même votre start-up financée et évaluée à des centaines de millions. Flipper, c'est l'endroit où vous vendez littéralement votre activité secondaire, vous voyez. Par exemple, vous avez un blog, vous avez une micro-entreprise SaaS, vous avez quelque chose dans ce genre-là. Si cela génère, disons, 10 000, 50 000 ou même 100 000 de revenus annuels récurrents, alors Flipper est l'endroit où vous devez aller. C'est aussi là que vous avez vendu l'entreprise et trouvé de l'inspiration pour en lancer d'autres. L'avantage de ces activités secondaires, c'est qu'elles se construisent directement sur le site. Même en travaillant plus de 70 heures, vous avez du temps le week-end pour développer cette source de revenus à côté. Au début, c'est quoi 500 dollars par mois? Ce n'est pas très spectaculaire, mais à un moment donné, ça va devenir 2000, 3000, 5000. Et puis, ça commence soudainement à devenir intéressant et vous arrivez au point où cela vous rapporte plus que votre travail principal. Et puis, ce qui est bien avec ces activités secondaires, c'est que vous avez C'est essentiellement comme avoir une option, c'est comme avoir une option que vous pouvez vendre. Parce qu'à un moment donné, vous pourriez dire, vous savez, je ne suis plus aussi passionné par cette activité secondaire. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre en vente sur flipper.com. Et si cette chose génère 5000, disons, vous savez, prenons un chiffre bas, elle génère 5000 par mois. Alors, vous savez, vous pourriez vendre ça à 10 fois, 12 fois. Le prix, donc 12 fois, comme 60 000 que vous pourriez empocher. Donc en plus des 5 000 que vous gagnez chaque mois. Maintenant, vous avez cette belle sortie, vous vous débarrassez de la chose, vous n'avez plus à vous en soucier. Vous avez 60 000 en poche et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Là, on prend des chiffres très bas, mais vous pourriez penser à des chiffres plus élevés. Ce truc génère 20 000 par mois, par exemple. Vous avez de très belles options de sortie selon le multiple. Le multiple peut être 10 fois, mais il peut aussi être plus élevé. Dernier pilier. Il faudra agir avec cet argent, donc le mieux est d'avoir un taux d'épargne élevé. Je ne suis pas fan de ces choses-là, vous savez, comme le mouvement FIRE, où l'on pense à chaque centime. Non, parfois il faut aussi simplement vivre et il faut profiter un peu de l'argent que l'on a. Il faut investir en soi, acheter des formations, acheter des livres, et ainsi de suite. Mais tu veux t'assurer d'avoir un taux d'épargne raisonnablement élevé, tu vois. Donc, idéalement, tu peux vivre dans un appartement confortable, mais pas un appartement immense. Je n'achèterai pas de voitures ou de motos de luxe ou quoi que ce soit, mais vis en dessous de tes moyens, économise la majeure partie de cela. Et l'investissement, c'est tout un autre sujet que j'ai aussi abordé dans quelques vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne, tu sais, où je parle de ce que serait ma répartition d'investissement. En tant que personne qui investit évidemment aussi dans des startups, ça a l'air un peu différent, même si je pense que pour beaucoup de gens, ce serait une bonne chose de pouvoir investir dans des startups. Dans le cadre d'une stratégie d'allocation de portefeuille. Ça a du sens, c'est aussi pour ça que je pense que je t'ai dit. L'un des objectifs secrets que j'ai avec cette communauté que nous construisons, c'est de créer une sorte de syndicat ou peut-être même un fonds de capital risque démocratisé à un moment donné.
Et ici, nous avons les piliers secondaires. Très rapidement, sur ce que je pense, et je crois que ça me différencie un peu des autres. Et ici, nous avons les piliers secondaires, et cela me différencie un peu des autres personnes qui ne pensent qu'au business et qui ne parlent que de ça. Mais je pense que ta forme physique est tout aussi importante. Si tu me connais ou me suis sur Instagram, tu sais que le fitness occupe une grande place dans ma vie. Ce n'est pas juste aller à la salle. Pour moi, c'est en fait beaucoup d'arts martiaux, ce qui t'apprend aussi beaucoup de processus de réflexion, beaucoup de leçons mentales. Donc la forme physique, être un mec stylé, on pourrait dire la spécialisation. Donc tu veux être un polymathe plutôt qu'un généraliste ou juste un spécialiste concentré sur une toute petite chose qui n'a pas autant de valeur qu'être un polymathe. Géodiversification. Je veux dire, tu as vu mon déménagement, tu m'as probablement suivi ces dernières années en Chine. C'était l'un des déménagements où j'ai le plus appris et où j'ai le plus gagné. D'accord ? Donc ce n'était pas une blague. Pour moi, ça a été quelque chose qui a changé ma vie, simplement partir en Chine pendant environ 3 ans et demi. J'ai eu pas mal de chance avec la façon dont les choses se sont passées, mais j'ai aussi été audacieux d'avoir franchi ce pas alors que je venais d'une trajectoire de carrière très stable. J'avais des offres de fonds de capital risque qui voulaient que je devienne leur gestionnaire d'investissement à Berlin. Je me souviens exactement du moment où j'ai décroché le téléphone, j'avais l'offre, je l'ai refusée et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Vous savez, parce que c'était l'un de mes emplois de rêve potentiels, vous voyez, faire ça, devenir gestionnaire d'investissement dans ce fonds, un énorme fonds à Berlin. J'ai dit « Non, désolé mon ami » et il a demandé « D'accord, alors oui, c'est quoi la contre-offre ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et je lui ai dit « Je pars en Chine, mec, je lance ma propre entreprise. » Et c'est à peu près ce qui s'est passé plus ou moins. Je veux dire, je construisais une division dans une entreprise chinoise, donc techniquement, je n'ai pas créé ma propre entreprise, même si j'ai lancé des affaires à côté. Et tout s'est plutôt bien passé. Et le dernier point, c'est le réseautage. J'ai déjà dit que c'est très important. Les opportunités de sortie en conseil. Donc pour revenir à la discussion sur le conseil, où peut-on partir vers d'autres cabinets de conseil ? J'ai vu des amis passer de Rollenberger à BCG, par exemple, c'est le cas de plusieurs de mes amis. J'ai vu quelques associés passer de notre cabinet au Big Four, parce que les Big Four offrent des salaires vraiment très élevés. Je t'ai déjà dit qu'ils ont beaucoup d'argent, donc si tu es un associé très senior et que les Big Four savent que tu as d'excellents clients que tu vas amener avec toi. S'ils arrivent à te débaucher, ils sont prêts à te payer quelques millions, ne t'inquiète pas pour ça. Le capital investissement, c'est un classique, tu sais, il y a beaucoup de similitudes entre ce que tu fais en conseil et ce que tu fais dans le capital investissement. Aussi, ça dépend un peu de ce que tu as fait en conseil, tu vois, tu peux certainement faire beaucoup de choses. Si tu es un consultant qui n'a fait que des projets digitaux, alors oui, probablement, il n'y a pas beaucoup de points communs. Et tu as juste dessiné beaucoup de nuages, de bulles et de jolis dessins. Ça ne va pas être très utile. Si comme moi tu as travaillé sur des projets de fusions-acquisitions en conseil, oui, il y a beaucoup de points communs. Tu rejoins des clients, j'ai eu plusieurs offres de clients pendant les 3 années où j'ai travaillé dans le conseil. Je pense que j'ai travaillé sur 11 projets et quelques-uns d'entre eux m'ont même proposé un poste. Évidemment, ce n'est pas super évident, tu sais. Ils viennent à ta porte, dans ta salle de projet, devant tous tes collègues. Et ils te disent « Hé, monsieur Werner, aimeriez-vous nous rejoindre et accepter cette offre ?» Non, mais c'est lors d'entretiens individuels, par exemple, qu'ils posent la question. Et j'ai eu une situation où ce gars avec qui je travaillais beaucoup, comme le client, et il était mon interlocuteur, et il m'a demandé « Quelle est ta prochaine étape ?» Donc, je lui ai dit « Tu sais, enfin... » Tu gardes toujours tes réponses vagues dans ce genre de situation, non ? Donc tu dis, tu sais, j'envisage plusieurs options pour l'instant. Je suis très content de mon travail, blablabla. Et il a demandé, as-tu déjà envisagé de rejoindre notre secteur ? Et puis, quand j'ai dit, ouais, tu sais, peut-être que c'est une industrie très fascinante, avec une belle dynamique, peu importe.
Il a dit qu'ils ont quelques postes ouverts, tu sais, et qu'ils recherchent de très bons candidats. Et c'est évidemment à ce moment-là que, tu sais, ok, je veux dire, il veut te faire comprendre qu'il aimerait t'avoir et j'ai eu plusieurs situations comme ça. Les startups deviennent aussi de plus en plus tendance, non? Donc beaucoup de ces consultants voient quand même que, ah, et tu sais, ces startups, en fait, c'est un bon moyen de devenir riche. Et donc tu vois beaucoup de consultants lancer des startups. Certains avec beaucoup de succès, beaucoup d'autres sans succès. Mais c'est certainement aussi une option de sortie. Très bien, donc maintenant nous avons parlé de toutes ces choses, du conseil, du contenu du travail, de la rémunération. Quelles étaient certaines des anecdotes amusantes que j'ai vécues pendant mes années de conseil? Certaines d'entre elles pourraient vous avoir semblé intéressantes. Et maintenant, je suis presque sûr que vous avez une image bien meilleure, bien plus authentique qu'avant. D'accord? Et n'hésitez pas à revoir certaines de ces scènes, n'hésitez pas à prendre des notes. Mais maintenant, en vous basant sur tout cela, quel est le danger et quelle est la critique du conseil en management? Et quels sont aussi certains des éléments à prendre en compte pour vous lorsque vous réfléchissez à entrer ou non dans ce secteur? Tout d'abord, la grande critique, c'est que cela ne crée pas de valeur pour la société. Et ce que disent les critiques, c'est qu'il s'agit essentiellement d'une industrie de services. D'accord? Donc nous avons un grand nombre de personnes qui sont impliquées. Au lieu de créer un nouveau produit, de créer un nouveau service, une nouvelle entreprise, ce qu'ils font, c'est qu'ils rejoignent un cabinet de conseil et ils se contentent de servir des entreprises existantes. Donc, au lieu de passer de 0 à 1, comme le dirait Peter Thiel, ils ne créent pas quelque chose de complètement nouveau. Ils se contentent d'aider des entreprises, vous voyez. Ils passent d'1 à 1,1, vous voyez, ou de 5 à 5,1. Donc, une amélioration marginale, parfois même pas ça, parce qu'on sait qu'il y a des projets, et c'est une autre critique, qui n'aboutissent à rien. Vous créez littéralement une présentation PowerPoint de 300 diapositives. Et ce qui se passe, c'est que ce document est mis sur une étagère, vous savez, dans le bureau du PDG, et il ne sera plus jamais consulté. Sans même parler de sa mise en œuvre. Donc oui, ça arrive vraiment. J'ai abordé ce point en détail dans ma vidéo sur le piège du prestige. Donc allez la regarder. Elle explique en détail tout ce point et vous donne une petite conclusion sur ce que vous devriez en faire. Le prochain point, le sens du but. Je vais être extrêmement honnête avec vous. D'accord? 99% des personnes à qui je parle pendant mes jours de conseil, et aussi aujourd'hui, de différentes entreprises. Je ne parle pas seulement de Rollenberger, mais de toutes les grandes entreprises. Grâce à cela, je connais énormément de personnes dans ces sociétés. Soit parce que je les ai coachés pour qu'ils intègrent ces entreprises, soit parce qu'ils ont étudié avec moi, puis ils sont allés travailler dans ces entreprises, et ainsi de suite. Alors, croyez-moi, j'ai suffisamment de personnes à qui je parlais. Et 99% d'entre elles n'ont aucun sens du but dans leur travail. Donc si vous leur demandez « Pourquoi fais-tu ce travail ?», ils ne sauront pas vous répondre. Oh, vous savez, parce que j'aide ces entreprises du Fortune 500 ou ces sociétés DUX à s'améliorer. Et je suis tellement passionné par ça, j'adore travailler avec ces gens et sur ces problèmes complexes. Ils vous le diront. Ils le font pour l'argent, ou parce que c'est devenu tellement confortable, ou parce qu'ils ne savent toujours pas quoi faire ensuite. Sur quel secteur miser davantage? La plupart des gens dans le conseil n'ont pas ce profond sentiment de but. Mais peut-être que tu n'en as pas besoin, peut-être que tout dépend de ce que tu apprends. J'aime tout ce dont nous avons parlé ces dernières heures. Peut-être s'agit-il simplement de ce que tu apprends et retires de cette expérience. Mais si tu es une personne qui cherche un profond sens à son travail, je ne suis pas sûr que le conseil soit fait pour toi. Je connais une personne, nous avons fait ce voyage avec nos amis de l'université. Nous sommes comme 10, 11, 12 amis. Je veux dire un cercle proche d'amis de l'université. L'université de Mannheim où j'ai étudié. Nous avons tous étudié ensemble. Nous avons tous fini par travailler dans des métiers très typiques, comme la banque d'investissement, le conseil, le capital investissement, c'est tout. Et nous faisons un voyage une fois par an et ce sont toujours de beaux voyages, toujours dans des endroits très agréables. Et on se retrouve, on boit beaucoup, on s'amuse. Et évidemment, on échange des informations sur nos carrières, sur ce qu'on a fait et sur nos prochains projets. Et on s'entraide. D'ailleurs,
C'est quelque chose que tu devrais faire aussi, tu sais, réunir au moins quelques-uns de tes potes. Si personne ne l'organise, organise-le toi-même, sois la personne qui l'organise. Je te promets que ça sera extrêmement utile pour ta carrière. Parce que toutes ces personnes que tu rencontres pendant tes études, pense à elles. Dans 10 ou 20 ans, si elles ne sont pas complètement stupides, elles seront très influentes dans leur domaine. Et même si aujourd'hui tu penses, en étant très ambitieux, peut-être un peu mégalomane, que tu seras le plus réussi d'entre eux. Ouais, c'est vrai, mais tu peux toujours avoir besoin du soutien de bons amis, alors assure-toi de garder ces amitiés. Pour faire court, il y a un gars, il travaille chez BCG, et c'est le seul qui nous l'a dit. Tu sais, en fait, j'aime vraiment ce travail. C'est tellement amusant, tu sais, je suis vraiment content de ça. Et ça me donne un sentiment d'utilité de parler à ces cadres supérieurs et de les aider avec leur stratégie. Et je me dis, oh, mais c'est quoi ce délire, mec? Je n'ai pas entendu ça depuis des années de la part d'un seul consultant. Et je veux dire, ça te rend heureux d'entendre ce genre de choses. Parce qu'évidemment, c'est la bonne chose à faire pour lui. Tu sais, bon sang, alors c'est la bonne carrière pour toi. Vas-y, deviens associé, associé principal, et fais-en une grande carrière. Mais ce n'est malheureusement pas la réalité pour la plupart des consultants. D'accord? Du travail sans intérêt. Il y a effectivement un peu de travail sans intérêt, et nous en avons déjà parlé. Donc je n'ai pas besoin de le répéter. Vous pouvez revoir les scènes des 30 premières minutes environ. Vous avez aussi cela dans d'autres emplois. Mais par exemple, je dirais que dans une start-up, si vous commencez à travailler dans une start-up, alors vous avez moins de ce genre de choses. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de structures à contourner. Et parfois faire un travail sans réfléchir. Mais tout cela, vous savez, c'est pour atteindre l'objectif de la manière la plus efficace, la plus solide et la plus rapide possible. Et donc, cela élimine à peu près 90% du travail répétitif que vous devez faire dans des métiers comme le conseil ou la banque d'investissement. Et puis il y a ce piège du prestige. Je veux dire, j'ai raconté cette histoire très personnelle au début à propos de moi-même, Roland Berger contre McKinsey. Et puis ces doutes, vous savez, et ces sentiments désagréables que j'avais, qui se sont tellement améliorés maintenant. Mais c'est un danger, vous savez, parce que vous vous immergez dans une industrie qui, je veux dire, si vous travaillez dans cette industrie pendant 1 ou 2 ans, vous allez commencer à penser à ce genre de choses. Vous savez, oh, est-ce que son travail est plus prestigieux que le mien? Je vous promets que vous allez tomber dans ce piège du prestige, et ce n'est pas grave, tant que vous arrivez à en sortir à nouveau. D'accord, donc le temps que vous travaillez dans cette industrie, aussi si vous travaillez dans la banque d'investissement, vous savez, et que vous travaillez chez Morgan Stanley. Vous allez penser, hey, vous savez, ce gars travaille chez Goldman Sachs et il est dans une équipe qui est un peu plus prestigieuse que la mienne. Alors qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Vous voyez? Et donc vous allez avoir ce genre de moment. Si vous entrez dans cette industrie, la chose la plus importante, cependant, c'est d'en sortir à nouveau. Donc si vous quittez l'industrie, oubliez-la simplement. Vous savez, personne n'en a rien à faire de MBB plus en dehors du conseil. Vous savez, même pas les banquiers d'investissement. Ils sont là, vous savez, pour eux. Vous êtes une vraie blague. À juste titre ou non, vous voyez. Donc, en dehors de cette bulle dont on parle, vous savez, les gens sont impressionnés par les médecins, ou peut-être les avocats, ou peu importe, les PDG. Ouais, mais eux, croyez-moi, ils s'en fichent complètement. Je veux dire, ils n'en ont rien à faire de savoir si BCG est mieux que Bain ou Oliver Wyman. Non, personne ne s'en soucie. Maintenant, disons que je vous ai convaincu que le conseil est une excellente voie professionnelle, d'accord? Ce que j'ai essayé de faire très fort pendant la dernière heure. Quels sont les stages et les parcours professionnels nécessaires pour y arriver? Et restons brefs, parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la planification principale, dans une certaine mesure, mais cette diapositive est en fait nouvelle. Donc cabinet de conseil de taille moyenne vers MBB+, si tu veux. Un parcours de carrière idéal, un parcours de stage idéal pour toi serait d'aller dans un cabinet de conseil de taille moyenne. D'abord, peut-être pendant ta 2e année à l'université, puis ensuite faire un stage chez MBB+. Et ensuite, soit tu reçois une offre pour rejoindre l'entreprise, soit tu postules avec tes stages pour obtenir une offre en CDI.
Tu peux aussi travailler dans une grande banque d'investissement, un Big Four, un fonds spéculatif ou de capital risque. Donc, si tu arrives à décrocher un de ces stages, ils seront bénéfiques de toute façon pour ta carrière en conseil. Donc, pour n'importe quel recruteur en conseil. Ils seront impressionnés si une grande banque d'investissement apparaît sur ton CV et que tu y as travaillé. Parce qu'ils sauront, d'accord, cette personne sait comment construire un modèle Excel, elle connaît les bases des hiérarchies de communication. Même chose pour les Big Four, fonds spéculatifs et capital risque. Et pour le MBA, je sais que vous n'avez pas tous 18 ans, n'est-ce pas? Certains d'entre vous sont plus âgés, 25, 30, 35 ans, plus avancés dans leur carrière. Mais il y a parfois des situations où vous vous demandez « Est-ce que je devrais aller dans le conseil maintenant ?» L'une des façons d'y parvenir, c'est de faire un MBA. Le problème avec un MBA, c'est que c'est assez cher, d'accord? Donc vous ne devriez pas le faire. Un MBA bidon, ça ne sert à rien de faire un MBA bidon. Si vous faites un MBA, faites-en un vrai. D'accord, donc allez à Wharton, Howard, INSEAD en Europe. Peut-être quelque chose comme Delondo et LSU, mais ne faites pas n'importe quel MBA. Ou peut-être, vous savez, vous payez un peu moins cher. Mais personne ne connaît l'école, ça ne sert à rien, donc c'est ça le problème. Ça coûte de l'argent. Donc il y a quelques questions à vous poser. Avez-vous étudié quelque chose en rapport avec le business ou non? Si vous n'avez rien étudié en rapport avec le business, un MBA est une excellente remise à niveau. Ça va vous apporter beaucoup de connaissances en business que vous n'avez pas. En tant que personne qui a peut-être étudié l'ingénierie, voulez-vous réorienter votre carrière malgré? Si c'est le cas, comme nous venons de le discuter, vous avez peut-être travaillé dans l'industrie ABC et maintenant vous voulez vous lancer dans le conseil. Un MBA peut être un excellent outil pour cela. Avez-vous besoin d'ajouter du prestige à votre CV? Est-ce qu'il n'y a que des fichues entreprises de pacotille sur votre CV? Vous avez maintenant besoin de quelque chose de plus prestigieux et avec plus de poids. Alors oui, essayez d'intégrer un de ces gros programmes de MBA. Ma situation personnelle est la suivante. Je vous l'ai dit au début, n'est-ce pas? Je vous ai raconté une histoire très personnelle sur le fait que je pensais ne pas vouloir faire mon master. Vous savez, je vais directement rejoindre une entreprise après ma licence et peut-être que je ferai un MBA à un moment donné maintenant. Est-ce qu'il est trop tard pour moi de faire un MBA à ce stade? Non, je pourrais toujours faire un MBA. Le fait est juste que tout se passe trop bien. D'accord? Donc on fait aussi un MBA si les choses sont un peu difficiles. Vous savez, si vous avez l'impression de stagner dans votre carrière, que vous sentez le besoin de changer de direction, de donner un coup de neuf, pour moi, ce n'est pas le cas. Ça se passe très bien, je suis super content des progrès que j'ai faits ces 3, 4, 5 dernières années. Donc pour moi, faire un MBA serait en quelque sorte une interruption. C'est inutile, ça coûte très cher et ça n'apporte aucun avantage de carrière à long terme. Donc même si j'aimerais un peu faire un MBA parce que c'est agréable, je pense vraiment que c'est une belle expérience. Cela peut être très enrichissant, cela peut être plein d'apprentissage. Ça n'a pas vraiment de sens dans mon cas en ce moment, peut-être dans le futur, ou peut-être que ce sera un MBA exécutif quand je serai encore plus âgé. Et enfin, certains d'entre vous travaillent dans des secteurs très spécifiques. Ce que vous pouvez essayer, d'accord, c'est de postuler en mettant en avant votre expertise. Par exemple, je connais des personnes qui travaillaient dans l'industrie des biens de consommation, notamment dans de grandes entreprises du secteur, comme P&G par exemple, Procter & Gamble. Et ils y ont travaillé suffisamment longtemps. Donc, il ne suffit pas d'y travailler seulement 1 an, mais disons 3, 4, 5 ans. Soudain, vous obtenez l'étiquette produit de grande consommation. Alors les gens pensent, cette personne a travaillé chez Procter & Gamble quelques années. Ils connaissent sûrement l'industrie des produits de grande consommation. À ce moment, vous pouvez postuler comme expert dans un cabinet de conseil. Vous dites « J'ai toujours travaillé dans les produits de grande consommation. Veuillez m'embaucher » et ensuite vous obtiendrez probablement un poste de consultant senior dans l'une de leurs équipes de produits de grande consommation.
Bien sûr, si vous êtes plus avancé, vous savez, si vous êtes dans la haute direction dans l'une de ces industries très spécialisées, alors vous pourriez même devenir associé. Mais je pense que peu d'entre vous en sont à ce stade de leur carrière. Maintenant, si vous voulez faire un MBA, vous devez en quelque sorte, vous devez d'une manière ou d'une autre choisir votre université. Et vous savez, il y a des choses auxquelles vous devez faire attention, comme les classements, les universités ciblées, vous pouvez parler aux gens, blablabla. Tout cela a été traité dans ma vidéo, comment planifier et construire votre carrière en tant que personne ambitieuse, cours complet. Alors cherchez-la, c'est une autre vidéo d'1 heure et demie, presque 2 heures. Je pense, comme je l'ai dit, que c'est la vidéo que je laisserai le Kevin de 16, 17, 18 ans regarder afin de le mettre à niveau et de lui faire savoir tout ce que le Kevin de 28 ans sait. Donc je pense que c'est bénéfique pour toi de la regarder. Si tu ne la regardes pas, c'est ta faute. D'accord, point suivant, le processus d'entretien. Je ne vais pas perdre trop de temps ici, mais si tu veux entrer dans le conseil, il y a un processus d'entretien très prévisible. Tu as des casse-têtes, des études de cas et l'adéquation personnelle. Cela fait partie de l'entretien. Les casse-têtes, c'est des trucs idiots. Par exemple, combien de boules de bowling peux-tu mettre dans un Airbus A3 180, si tu vois, ou dans un Boeing 747, peu importe. Et ensuite, tu dois... En fait, il ne s'agit pas de donner un chiffre précis, c'est plutôt de voir quel genre de démarche tu peux proposer pour arriver à une approximation raisonnable de la réponse à ce problème. Les études de cas, tu peux tout lire à ce sujet sur Internet. Il existe tellement de livres d'études de cas. Encore une fois, si je devais me préparer pour des études de cas, je le ferais. D'abord, tu sais, essaie d'apprendre les bases, lis quelques livres, ne passe pas trop de temps là-dessus et passe aux études de cas pratiques dès que possible. Et idéalement, tu trouves quelqu'un comme moi ou comme tes amis qui ont travaillé dans le conseil pour faire quelques études de cas avec toi d'abord. Comme ça, tu prends l'habitude, tu sais, t'intègres ces bonnes habitudes, puis tu peux t'entraîner sur quelques études de cas avec des personnes moins expérimentées ou d'autres qui essaient aussi d'entrer dans le conseil. Et puis peut-être 1 ou 2 jours avant tes entretiens, tu fais encore quelques études de cas avec des personnes qui savent vraiment ce qu'elles font. L'adéquation personnelle, évidemment, c'est-à-dire comment tu t'intègres personnellement dans le cabinet. Et oui, peut-être que... Enfin, parce que tu peux lire ce genre de choses en ligne. Et je ne peux pas vraiment apporter beaucoup de valeur ajoutée ici. Mais une chose que je veux ajouter, c'est combien de semaines ou de mois à l'avance tu dois te préparer pour ça. Et c'est vraiment des semaines ou des mois. Donc je dirais que si tu commences à te préparer sérieusement, enfin, si tu commences à te préparer pour les études de cas ou tes entretiens 1 ou 2 semaines avant, ce n'est pas suffisant. Moi, j'essaierai de commencer à me préparer 2 mois à l'avance, tu vois, commencer à me préparer doucement. Se mettre dans l'état d'esprit de réfléchir aux études de cas, de penser à ça, quand tu rencontres des problèmes économiques réels, tu vois. Si tu ouvres simplement le journal, il y a littéralement des centaines d'études de cas à l'intérieur. Et je veux que tu sois dans cet état d'esprit quelques semaines avant tes entretiens avec ces grands cabinets de conseil, où tu penses comme ça, tu ouvres le journal, tu te dis, et tu sais, en fait, c'est un cas. Comment est-ce que je le résoudrais? C'est la même chose si tu vas dans une charcuterie. Dans une charcuterie ou un restaurant, tu commences à calculer les revenus. Tu sais, tu es assis là, et soudain cette question te vient à l'esprit. Je me demande leur chiffre d'affaires quotidien et leurs bénéfices nets. Ensuite, toi, tu te mets à calculer, et c'est ce genre de réflexion que tu recherches. C'est un état d'esprit dans lequel je suis plus ou moins tout le temps. Donc je fais souvent ces calculs simplement parce que ces questions me viennent à l'esprit. Et puis, c'est un petit défi sympa de, vous savez, me lancer le défi de trouver une approximation. D'accord? Et avant de vous laisser, je veux vous donner les 4 facteurs qui détermineront si vous obtiendrez ou non le travail de vos rêves. Et peut-être que c'est le conseil, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est la banque d'investissement, ou maintenant vous avez été inspiré par mon parcours d'investisseur providentiel. Nous voulons entrer dans le capital risque ou autre chose. Il y a vraiment seulement 4 facteurs, et ce sont vos universités, vos notes, vos stages et vos activités extrascolaires. D'accord? Ce sont les 4 choses. Si vous réussissez ces éléments, vous pouvez obtenir n'importe quel emploi que vous souhaitez. Et il y a un beau message là-dedans. C'est-à-dire que, vous savez, si vous ratez un peu vos notes, enfin, si vous les ratez complètement, vous êtes fichu, non?
Mais si ce n'est qu'un peu, si vous n'êtes pas dans les 10 ou 20% premiers de votre classe, ce n'est pas grave, il reste de l'espoir. Vous savez, il y a 4 facteurs, donc chacun peut compenser l'autre, d'accord, mais ce que vous ne devez surtout pas faire, c'est rater complètement quelque chose. Par exemple, ne faire aucun stage du tout. Non, même si vous faites partie du top 1%, ça ne vous permettra probablement pas d'obtenir le travail de vos rêves, d'accord? Et puis en plus de ça, il y a quelques facteurs plus en soft que vous devez aussi développer. Ce qui, assez pratique, peut se faire simplement en vous concentrant sur ces 4 facteurs. Donc par exemple, vos stages, si vous obtenez les bons stages, si vous allez dans les bonnes entreprises. Et si vous suivez les conseils que par exemple, je vous ai déjà donnés plusieurs fois, alors vous allez aussi apprendre ces facteurs soft pendant ces stages. Et puis, bah, j'ai déjà eu cette discussion plusieurs fois avec des personnes que j'ai coachées. En fait, j'ai eu cet appel téléphonique il y a tout juste une semaine avec l'un de mes mentorés et il essaie de décrocher un emploi. Dans son cas, ouais, il s'intéresse aux conseils. En fait, il n'a pas le profil typique du consultant. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une énorme liste Excel où il va suivre son processus de réseautage. Donc, il va contacter quelques personnes sur LinkedIn chaque jour. Il va m'envoyer cette liste Excel, je pense, 2 fois par semaine pour des raisons de responsabilisation. Et il va simplement faire du réseautage très efficace et structuré, tu sais, en contactant ces personnes, en apportant de la valeur en tant qu'étudiant et en essayant de se connecter avec elles. Et c'est une excellente façon de se constituer un réseau. Et parfois, c'est comme ça que tu peux éviter ce premier obstacle, qui est d'obtenir un entretien. Tu sais, parce que peut-être que tu as vraiment raté tes notes, d'accord? Et alors, la seule façon pour toi de compenser ça et d'obtenir quand même l'entretien, c'est d'avoir un bon réseau efficace. Et ensuite, attention, il faut quand même réussir les entretiens, tu comprends. Il faut vraiment les réussir. Mais tu as franchi ce premier obstacle. Maintenant, tu sais, il faut que on pourrait approfondir la façon d'obtenir de bonnes notes ou comment choisir les bons stages. Tous ces sujets sont traités dans ma vidéo. Comment planifier et construire ta carrière en tant qu'ambitieux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Aussi comment faire des activités extrascolaires, comment obtenir celles qui comptent vraiment. C'est ça. Je n'ai pas suivi le temps, mais j'ai parlé pendant assez longtemps. J'espère que cela vous sera utile. Je vais certainement faire des vidéos qui approfondissent d'autres sujets. J'ai travaillé dans le conseil en management et le capital risque. Je fais aussi de l'investissement comme business angel. L'un d'eux dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo que j'ai vendu sur Flippa. Le réseautage, travailler en vue d'événements de liquidité et obtenir ce statut convoité d'individu à très haute valeur nette. Je veux discuter de toutes ces choses-là avec vous et je veux aller un peu plus en profondeur. Je continuerai aussi à faire, vous savez, les vidéos auxquelles vous êtes habitués. Donc, vous savez, des vidéos de 10 minutes, des vidéos de 15 minutes sur, par exemple, ces titans du monde des affaires, c'est quelque chose qui me passionne. Je me souviens, enfin, ça fait déjà très longtemps que je traîne sur YouTube, vous voyez, vraiment longtemps. Par exemple, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le sachent, mais j'avais une chaîne beauté quand j'avais environ 15 ans. J'ai lancé une chaîne, littéralement, une chaîne beauté. Donc j'ai expliqué à d'autres garçons comment prendre soin de leur peau, vous voyez, comment se coiffer, et ainsi de suite. C'était la tendance à l'époque, et je suis devenu populaire car aucun autre garçon ne le faisait, n'est-ce pas? Il n'y avait que des filles, vous savez, qui donnaient des conseils de maquillage et tout ça, donc c'était un peu une surprise. J'ai perdu un peu de passion pour ça en vieillissant, en devenant un peu plus le dos argenté que vous voyez devant la caméra aujourd'hui. Alors j'ai simplement arrêté. Mais pour faire court, je suis sur YouTube depuis un certain temps, et quel était réellement mon objectif à un moment donné? Je me souviens quand j'avais 18-19 ans, et que je commençais à être extrêmement fasciné par ces titans du business. Vous savez, des gars comme Warren Buffett ou Steven Schwarzman, Henry Krevis, et ainsi de suite. J'ai commencé à lire sur eux, et je me suis dit, pourquoi diable plus de gens n'apprennent-ils pas d'eux au lieu d'apprendre de tous ces gourous bidons qu'on trouve sur le web? Et à l'époque, je sais que c'était vraiment galère. Je traversais un processus d'amélioration de soi dans le domaine du développement personnel. Il y a tellement de charlatans, tu sais, qui essaient de te vendre des formations,
qui essaient de se dire comment devenir riche facilement et du jour au lendemain. Et je me suis dit, il faudrait qu'il existe un service qui rapproche ces véritables géants de tout le monde. Tu vois, pour que toutes ces personnes ordinaires ne se fassent pas avoir par des soi-disant gourous moyens, mais qu'elles commencent à apprendre auprès des meilleurs des meilleurs. Et j'ai pas mal traîné un peu. J'ai essayé, c'était l'une de mes tentatives de lancer un projet parallèle à l'époque. Celui-là a échoué. Mais pour faire court, ça me tient vraiment à cœur de vous transmettre ces leçons de business venant de véritables titans pour que vous puissiez apprendre d'eux. Et vous n'apprenez pas des gens moyens, vous apprenez des meilleurs, vous apprenez des vrais leaders, des Bateman, des Gigachad, ceux qui dominent vraiment. Un statut auquel nous aspirons tous. Et c'est d'ailleurs aussi ce dont il s'agit dans cette communauté, je veux dire, cette communauté Patreon sur Discord que j'ai lancée. N'est-ce pas ? Certains d'entre vous pourraient être en colère parce que je crois qu'il faut payer quoi ? 15 € environ pour entrer. Mais la vérité, c'est que si tu ne mets pas un prix sur ce genre de choses, tu attires beaucoup de gens indésirables. Tu sais, tu vas avoir une communauté de 1000 personnes, mais seulement 1% d'entre elles sont actives. Et puis tu as 10% de ceux-là qui écrivent juste des commentaires débiles que personne ne veut lire. Il faut un peu d'exclusivité. Et je ne voulais pas vraiment râler à propos du prix, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que je suis extrêmement heureux pour cette communauté. Parce que chacun d'entre eux, je crois qu'on est une centaine de personnes, pas plus. Et je connais tout le monde qui est là depuis plus de quelques mois. Je les connais bien, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils poursuivent. Et c'est tout simplement agréable de se soutenir les uns les autres. C'est comme un petit club, alors continuons à travailler vers ces objectifs mégalomaniaques. Restez enfantin, restez affamé.